with me, love. Walk with me, love. All alone, this tear's journey. Won't you walk with me? Walk with me, love. Walk with me. All alone, this tear's journey. Won't you walk with me? Take my hand, Lord. Take my hand, Lord. All alone, this tedious journey. Won't you take my hand? Let me sleep now. Let me sleep now. Let me in this tedious journey. Won't you let me sleep? Trente ans après, cette joie grave de mon écriture était encore là, je le savais. Pourtant, quelque chose avait mal tourné dans mon existence d'écrivain, comme l'avait démontré l'acrimonieuse réception de Chaos Brûlant. J'étais publié par les plus prestigieuses maisons d'édition, j'avais joui de tout ce qu'une carrière littéraire peut offrir à un homme de lettres parisien, les passages à la télévision, à la radio, les bons articles, les mauvais articles, les voyages en province et à l'étranger, les festivals littéraires, les débats publics, les conférences, les cocktails, les dîners mondains, les jolies filles de tous les pays, les nuits passées à discuter de philosophie et de littérature à Montparnasse, au même lieu fréquenté par Joyce et Hemingway près d'un siècle auparavant. Je réfléchissais. Ce que je venais de décrire dans Chaos Brûlant, l'affaissement intellectuel, la déliquescence spirituelle, le ravage à l'air libre, tout cela était bien réel, et Paris n'était plus une fête mobile depuis longtemps. Il me fallait en tenir compte. Personnellement, à 50 ans, je me sentais en forme. Si le saint, béni soit-il, me les accordait, j'avais devant moi une trentaine ou une quarantaine d'années à profiter de ma fille, à lire, à écrire. Car que faire d'autre qu'écrire? En même temps, à quoi bon continuer de publier des livres à Paris quand, dès la première ligne tracée sur quelque sujet que ce soit, je savais d'emblée qui en dirait quoi dans quel média à la parution? Je cogitais, je méditais, je ruminais.
J'étais piégé dans une situation que Sun Tse nomme un lieu de mort. Je devais me tirer de là. Je n'étais pas naïf. Je savais quelle part de responsabilité mes livres avaient dans leur déplorable réception critique. Mais justement, puisque mon écriture n'était, par nature, pas destinée à m'attirer les faveurs de gens que je méprisais, pourquoi continuer de la déprécier en la laissant suffoquer dans un système corrompu avec lequel elle n'avait, par essence, rien en commun? Je repensais aux mémoires de Debord, offerts en potlatch à ses seuls amis, imprimés avec une couverture en papier de verre pour déchiqueter dans les bibliothèques les livres vulgaires qu'on oserait y accoler. Je ne voulais plus, moi non plus, que mes mots côtoient dans les librairies les produits agréés putrides, les boîtes de conserve de papier recyclé et d'encre frelatée où croupissaient des monceaux de prose poreuse. Je compris soudain que la vraie question n'était pas « pourquoi écrire ?» C'était « pour qui ?» À quoi bon trafiquer, demande Mallarmé dans Quant au livre, de ce qui peut-être ne se doit vendre, surtout quand cela ne se vend pas. Le système de la publication moderne repose sur l'inepte ambition de vendre au plus grand nombre d'acheteurs possible ce qu'une intelligence a de plus intime, sa pensée exprimée en mots. Pourquoi devrait-ce continuer de rendre public, c'est cela, publier, des phrases méditées et rédigées pour moi seul et, dans le meilleur des cas, pour une poignée de happy few, auxquels Stendhal dédiait déjà la Chartreuse de Parme, qui consacrent eux aussi leur existence à ce qu'apprécient exclusivement leur âme, leur cœur et leur corps. Je venais d'avoir la première intuition de rare. J'allais restituer sa rareté à mon écriture. Retrouver l'étincelante sensation que j'éprouvais aux jours solitaires de ma jeunesse, quand écrire à la main me procurait une jouissance si vivace que mes textes eux-mêmes en portaient la trace. Dans Détachement, une des nouvelles recueillies dans Jouissance du temps, il était temps aussi que je restitue à mes titres leur sens secret, et j'évoquais la magie de l'écriture manuscrite. Il prit son stylo en main, les doigts se placèrent d'eux-mêmes dans la position magique, le pouce et l'index en losange, les trois autres en collimation vers la paume. Dans un récit chassidique, le Baal Shem Tov, rendu amnésique pour avoir voulu hâter la venue du Messie, retrouve tous ses pouvoirs spirituels en récitant simplement l'alphabet hébraïque. En guise de rituel symbolique, j'écrivis à la main sur une feuille blanche en un seul bloc de texte, les unes à la suite des autres, les premières phrases de chacun de mes livres. Souvent au réveil, je me prends à penser que je n'existe pas. À l'angle du pont Saint-Michel, sur le quai des Grands Augustins, j'achète à un bouquiniste pour 60 francs une cassette que j'emporte dans le métro, serrée dans la poche de ma chemise comme un pacemaker de photons volatiles, un engin artisanal bourré d'une grenaille de phosphores instables. Vous savez ce qu'est un classique, n'est-ce pas ? Demandait Hemingway en donnant aussitôt la réponse. Un livre dont tout le monde parle et que personne ne lit. D'ailleurs, le judaïsme n'est pas une religion, c'est un art. C'est pour les lémuriens que je suis venu. Mémoire, les éclats moirés de ma mémoire, les hasards tramés de mon moi, le lot armorié de mes mots, etc. Pierre, les pierres. Ça doit être la première fois que tu t'intéresses autant à un personnage qui te passionne aussi peu. Pourquoi ne me le dis-tu pas ? Toute la substance de mon art consiste en une sorte d'immédiateté évocatoire. La vérité sur tout. Les mots ne sont pas de marbre. L'écrivain qui décide de transmuter sa fantaisie naturelle et se met à rédiger, pensivement, dans la joie de la vérité, des textes sérieux, profonds, documentés, originaux, médités, n'est pas longtemps dupe de l'accueil qui ne leur sera pas fait. Nul ne peut nier la divagation qui l'emporte parfois le soir, sous le coup de la fatigue, des soucis, de ses pensées simplement, au point que la page du livre qu'il médite s'enfonce comme un bloc brumeux dans une flaque de lignes floues. Il a insisté pour que j'écrive ce qui me passe par la tête. Don Quichotte est un chic type. Yod He Vav He, dit Dieu, est né dans la petite ville de Néant, au nord de nulle part. Un bosquet entouré de fleurs, tu parles. Louise Villedieu aimait beaucoup les livres, qu'elle rangeait avec dévotion par ordre alphabétique dans la petite bibliothèque de son salon. Ce jeudi 12 août 1993, un peu après minuit, Dieu, d'un mouvement agacé, saisit la feuille qui sortait de sa machine à écrire, la froissa en grognant et la jeta par-dessus son épaule, mécontent de ce qu'il venait d'écrire. Jacques Marie était le travesti le plus célèbre des années 80. Ce fut en faisant l'amour avec Lise que j'entendis le nom d'Ipoustéguy pour la première fois. Je ne vous fais pas mal, mademoiselle. J'étais à Venise depuis une semaine environ quand je rencontrai Clara. Aurore, chérie, tout est dit dans ces deux mots et ma lettre pourrait aussi bien finir ici. Mais oui, c'est moi, la vulve de lèvres évanouie qui vous parle, sans détour, sans atour, oui, en un face-à-face frémissant de feu sombre. J'écris ceci un mois d'octobre sous un soleil radieux. Je sais, je ne paye pas de mine, assis en tailleur sur le sol de ma cellule. Je regardais ma feuille recouverte de mes mots, tracés avec mon parquet rouge à l'encre noire. Il y avait quelques ratures et les lignes pas très régulières de mon écriture s'inclinaient vers la droite, pressées de dévaler leur propre pente. C'était très beau, et plus vraiment de la littérature,
Ce vilain mot, expliquait Proust à Binet-Valmer, quand on ne cherche qu'à entasser des comprimés de vie. C'était exactement cela. Toute ma vie d'écrivain était condensée dans ces quelques phrases, recelant chacune les mois, parfois les années d'écriture qui allaient lui succéder. Je revoyais précisément, sinon l'heure et le lieu de leur première rédaction, du moins l'atmosphère précise de ma vie mentale planant sur leur tracé. Après tout, au cours des siècles, les civilisations les plus raffinées, sans en excepter le judaïsme, ont considéré l'art d'écrire à la main comme la plus distinguée, la plus profonde, la plus pensive des occupations qu'être humain puisse avoir en ce monde. La main, écrit Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser, trace des signes, sans doute parce que l'homme est un signe. Et dans Parménide, ce n'est qu'à partir de la parole et avec la parole que surgit la main. Ce n'est pas l'homme qui a des mains, mais la main qui porte l'essence de l'homme, car la parole comme domaine d'essence de la main est le fondement de l'essence de l'homme. La parole comme parole inscrite qui ainsi se dévoile au regard est la parole écrite, l'écriture, et la parole comme écriture est le manuscrit. Pour ma part, et alors je n'avais pas lu une ligne de celui auquel mon narrateur empruntait prophétironiquement son nom, j'écrivais dans les intérêts du temps, mon organe vital n'est pas situé au niveau des lèvres, mais des phalanges, de mes doigts, mon pouce, mon index, mon majeur, mon annulaire, mon auriculaire, de mes ongles, de mes lunules, de mes nerfs, de mes veines, de mes muscles, de mon carpe. Quand j'écris, je suis muet comme mon carpe. De mon métacarpe. C'est à travers les méandres de ma main que je vis et pense. Un livre n'est pas censé devenir une marchandise, pensais-je. Un livre devrait demeurer l'instrument spirituel envisagé par Mallarmé, aussi fidèle à la main qui en est à l'origine que la partition est inséparable du violoncelle qui la vivifie. Le lecteur devrait envisager un vrai livre à chaque page avec la gravité et l'intensité requises pour étudier une œuvre d'art. Parce que c'est exactement ce que crée l'écriture, une œuvre d'art invisible. J'allais écrire à la main un roman qui décrirait la vie intérieure d'un écrivain. J'allais rendre palpables les pensées d'un homme voué à l'écriture. Un homme qui déciderait, après avoir consacré un roman à la destruction nihiliste du monde, de sauvegarder sa propre écriture dans une arche de Noé de l'art, constituée des tableaux mêmes sur lesquels cette histoire s'inscrirait. Ce serait une opération chamanique, comparable au prodige hélicoïdal de Proust dans Le Temps retrouvé, achevant son roman sur l'idée d'un fabuleux livre à écrire, ce même livre de 2400 pages que le lecteur venait précisément de parcourir. Ou bien Finnegan's Wake, où, parce qu'il s'agit d'un livre destiné à la nuit, Joyce avait, selon ses propres termes, envoyé coucher le langage. Ou au coup de dé de Mallarmé, dont la diaspora des mots répandus sur la page figure les débris du naufrage que le poème évoque. Ou au calligramme d'Apollinaire, affirmant à leur propos avec raison « Et moi aussi je suis peintre ». Ce à quoi son ami Picasso répliquait « Si j'étais né chinois, je ne serais pas peintre, mais écrivain. J'écrirais mes tableaux ». Quand on a soi-même connu la barbarie, ou que les vôtres vous transmettent tous les détails de son horreur vécue, vous la reconnaissez à des fois, et jamais aucune de vous qui la fera avaler au souvenir. Je n'ai tout le temps de vous parler des expériences de l'esprit, qui ne se résument pas seulement à la pièce et corps de la nuit, mais de vous parler du rapport que l'on peut avoir entre l'écriture à la machine et le fascisme qui est mort comme le siècle. Je vais maintenant achever cette trop longue lettre et trouver les images que l'on a fait aujourd'hui. Cher Stéphane, comme je vous dis très rapidement, je vous invite dans cette lettre à poursuivre un peu la découverte. Après 2 concerts dans le nord du pays, nous nous sommes arrêtés dans la région d'Albaï. Sur ce banc d'hiver, toutes les maisons semblent avoir été érigées dans la famille humaine. Et pourtant, c'est l'architecture traditionnelle et très spécifique qui s'expose. Votre lettre 7 est magnifique. J'ai terminé de la découvrir. Voilà ce que Rare allait accomplir, raconter ce qu'il était, être ce qu'il racontait. En février 2014, pénétrant pour la première fois dans l'immense entrepôt Boesner à Champigny-sur-Marne, découvrant cette caverne d'Ali Baba gorgée de tubes de peinture, de flacons, d'encre de Chine, de papier de toutes sortes, de pinceaux, de stylos, de châssis, de crayons, de plumes, de pastels, d'huile, d'acrylique, de marqueurs, d'aérosols, en extase face à cette myriade de couleurs vives et de matériaux vierges, ressentant une joie que je n'avais plus connue depuis mon enfance, lorsque j'étreignais une boîte de peinture neuve,
je compris que j'avais fait le bon choix. Ce que tu as entrepris est peut-être insensé, me dis-je, et sans doute seras-tu le seul à jamais l'apprécier. Mais cette jubilation que tu ressens maintenant est ton meilleur guide. Suis-la, où qu'elle puisse te conduire. Voilà pourquoi, ici et maintenant, vous lisez ces mots que je trace maintenant et ici sur le corps nu de cette jeune femme. C'est la photo que vous avez derrière vous là. Elle s'appelle Svietlana, un prénom russe associé à la lumière. Rare aussi est associé à la lumière, au jeu entre ce qui s'exhibe et ce qui s'éclipse, mes mots entendus en pensée dans le murmure de votre lecture. Ce qui surgit entre nous, cette pensive transmission de temps depuis mon ici et maintenant jusqu'au vôtre, c'est ce que j'appelle l'invisibilité de l'écriture. Né de la métamorphose d'une pensée, un sentiment, une sensation, un souvenir, un rêve, une intuition, un raisonnement, en une phrase, jaillit depuis mon cerveau qui court jusqu'à l'extrémité de ma main pour bondir du corps de Svietlana, bien vivant lui aussi, vibrant sous ma main qui écrit, jusqu'à votre propre corps en s'infiltrant par vos yeux pour venir chuchoter dans votre crâne. Tel est son mystère. Dans Quant au livre, Mallarmé appelle un solitaire tacite concert, cet invisible vie de l'écriture, que vous éprouvez ici et maintenant en regardant ma voix. Contrairement aux apparences, le personnage principal de Rare n'est donc pas Z, c'est l'écriture. Dispersée de page en page en un cohérent chaos coloré, elle compose un manuscrit immense, avec ses repentirs, ses esquisses, la grâce arachnéenne de son réseau de ratures, l'imprévisible inventivité de ses coulures, comme le singulier sillage d'un navire que nul n'aura jamais vu, et sur lequel pourtant vous comme moi, chacun dans son propre ici et maintenant, sommes embarqués. Ce voyage ne fait que commencer. De même que pour l'entrée en présence de la rose, explique Heidegger, l'essentiel n'est pas la couleur mais la multiplicité de ses pétales, cette aventure multicolore de mon écriture ne connaîtra pas de fin.